Si vous avez déjà investi en SCPI, vous recevez ce document. Un bulletin, quelques pages, publié chaque trimestre par votre société de gestion. Et je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ce bulletin trimestriel, il n'est plus obligatoire depuis février 2019. Ce document, le bulletin d'information, votre société de gestion le publie plusieurs fois par an. La plupart le font tous les trimestres, certaines tous les semestres. Et son contenu n'est pas laissé à sa fantaisie. L'AMF impose ce qu'il doit contenir. Vous avez donc le droit d'y trouver l'évolution du capital, les conditions dans lesquelles les ordres d'achat et de vente de parts se sont exécutés, les acomptes déjà versés et ceux prévus, les acquisitions et les cessions du semestre, le taux d'occupation et les vacances locatives. Retenez le dernier point. Les vacances locatives sont obligatoires. On s'en servira dans 5 minutes. Le problème, ce n'est pas ce qui manque dans le document, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre le lire. Un bulletin de SCPI ne ment pas. Les chiffres sont exacts, ils sont normés et ils sont contrôlés. Mais c'est un document de communication, et un document de communication a une hiérarchie visuelle. Le chiffre le plus gros, c'est le taux de distribution. C'est aussi celui qui, seul, vous renseigne le moins. Les 3 questions qui décident vraiment de votre investissement se répondent avec des chiffres qui sont tous dans le document, mais plus loin et en plus petit. Première question, est-ce que les loyers rentrent vraiment? Deuxième question, est-ce que le dividende tient tout seul? Troisième question, est-ce que je pourrais sortir de la SCPI? 3 questions, 2 ou 3 chiffres pour chacune. À la fin de cette vidéo, vous ouvrez le bulletin de votre SCPI et vous savez en 10 minutes si elle tient la route. Commençons par le chiffre en gros, le taux de distribution. Et je vais vous donner tout de suite l'information qui devrait changer votre façon de lire un bulletin. Depuis octobre 2025, une société de gestion n'a plus le droit de publier son taux de distribution tout seul. La règle est écrite noir sur blanc dans la méthodologie de l'ASPIM. Le taux de distribution ne peut pas être communiqué isolément et toute communication le mentionnant doit systématiquement être accompagnée de la performance globale annuelle calculée sur la même période. Prenez une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. La profession elle-même a décidé que le chiffre le plus mis en avant depuis 50 ans était insuffisant. Et elle a créé l'indicateur qu'il manquait. Cet indicateur, c'est la PGA, la performance globale annuelle. Le calcul tient en une addition le taux de distribution de l'année plus la variation du prix de souscription entre le 1er janvier de cette année et le 1er janvier de la suivante. C'est tout, et ça change absolument tout. 2 exemples et vous allez comprendre pourquoi. Premier cas, Transition Europe, gérée par Arkea REM. Une SCPI que j'ai décortiquée dans une précédente vidéo. Son taux de distribution 2025, 7,6%. Et je rappelle mon réflexe habituel, ce taux est brut de toute fiscalité. Ce n'est pas ce que vous touchez, on y reviendra à la fin. Et le 1er décembre 2025, sa société de gestion a revalorisé le prix de la part de 200 à 202 euros, soit 1%. On applique la formule 7,6 plus 1, ça fait 8,6%. Sa performance globale annuelle est donc de 8,6%. Ici, le taux de distribution ne surestime pas la performance, il la sous-estime. L'associé a touché ses revenus et la valeur de sa part a monté par-dessus. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. Les vraies exceptions de 2025, ce sont les SCPI à 15 ou 13% de distribution. Une revalorisation de 1%, c'est au contraire le mouvement le plus courant. Les hausses de prix constatées l'an dernier tournaient en moyenne autour de 1 à 2%. Deuxième cas, et il faut regarder avec la même attention, une SCPI qui affiche 5% de taux de distribution, sur le papier, c'est correct, ça rassure. Mais si son prix de part a été abaissé de 6% dans l'année, sa performance globale est de moins 1%. Négative. L'associé a reçu des revenus, mais son capital a reculé davantage. Et en 2025, ce n'est pas une hypothèse d'école. C'est ce qu'ont vécu certains associés de plusieurs SCPI, notamment sur le résidentiel et sur certains bureaux.
Deux SCPI, la même formule officielle, la même année, un résultat à plus 8,60, l'autre à moins 1%. Dans un cas, le taux de distribution vous fait rater une bonne nouvelle, dans l'autre, il vous cache une mauvaise. Et l'écart entre les SCPI est bien plus large que ce que la plupart des gens imaginent. Sur 2025, la performance globale va de plus 15% pour la première du marché à moins 41% pour la dernière. Donc si vous retenez une seule chose de cette vidéo, ne regardez jamais un taux de distribution sans regarder ce qu'a fait le prix de la part à côté. C'est votre premier réflexe et il vous prend 10 secondes. Maintenant, passons aux chiffres qui vous disent si ce résultat va tenir l'année prochaine. Première question, est-ce que les loyers rentrent? Et là, votre bulletin va vous donner un taux d'occupation, parfois deux. Et ces deux-là ne mesurent pas du tout la même chose. Le premier, c'est le TOF, le taux d'occupation financier. Il mesure de l'argent, les loyers facturés rapportés au loyer que vous encaisseriez si tout était loué. Le second, c'est le TOP, le taux d'occupation physique. Il mesure des mètres carrés, la surface des locaux occupés divisée par la surface totale du patrimoine. Et ces deux chiffres n'ont pas du tout le même statut. C'est le point le plus important de cette partie. Le taux d'occupation financier est normé. Toutes les sociétés de gestion le calculent de la même manière, selon une méthodologie de place publiée par l'ASPIM. Vous pouvez donc comparer le TOF de deux SCPI. Le TOP, taux d'occupation physique, non. Sa publication n'est même pas obligatoire. Elle est laissée à la discrétion de la société de gestion. Et l'ASPIM elle-même écrit noir sur blanc, je cite l'esprit du texte, les modalités de calcul du taux d'occupation propres à chaque société de gestion ne permettent pas de comparer les SCPI entre elles. Alors retenez bien ça, si vous mettez côte à côte le taux d'occupation physique de deux SCPI, pour les départager, vous comparez deux choses qui ne sont pas forcément calculées pareil. C'est l'association professionnelle qui vous prévient, c'est pas moi. Le taux d'occupation physique reste utile, mais pour une seule chose, suivre l'évolution d'une même SCPI dans le temps, pas pour arbitrer entre deux. Maintenant, pourquoi les deux chiffres diffèrent? Est-ce que ça vous apprend? Premier cas, le taux d'occupation physique est supérieur au taux d'occupation financier. Beaucoup de mètres carrés occupés, moins d'argent qui rentre. Ça veut dire qu'il y a des locataires installés qui ne paient pas, ou pas encore, une franchise de loyer en cours ou en impayé. Deuxième cas, le taux d'occupation financier est supérieur au taux d'occupation physique. Là, ce sont les surfaces vides qui sont les moins chères au mètre carré. Un petit commerce en pied d'immeuble pèse très peu en surface et très lourd en loyer. Aucun des deux cas n'est bon ou mauvais en soi. Mais l'écart entre les deux vous raconte quelque chose que ni l'un ni l'autre ne dit tout seul. Venons-en au détail du taux d'occupation financier, parce qu'il y a une subtilité que beaucoup de gens comprennent de travers. Au numérateur, on met évidemment les loyers facturés, mais on met aussi la valeur locative de certains locaux vides. Lesquels? Trois catégories précises. Les locaux en travaux de restructuration lourde, les locaux sous promesse de vente et le locaux déjà mis à disposition d'un futur locataire. La logique, c'est que ces locaux sont hors marché par décision de gestion, pas par échec de commercialisation. On a choisi de ne pas les louer. Et maintenant, le point qui rassure est qu'il faut dire clairement. Un local vide, parce qu'on ne trouve pas de locataire, est pris en compte pour la valeur 0. 0 au numérateur, mais il reste au dénominateur à sa valeur locative de marché. Donc la vacance ordinaire, celle qui vous inquiète, celle où personne ne veut du local, elle fait bien baisser le taux d'occupation financier. Elle n'est pas maquillée dans aucune des deux définitions. Ce que fait la méthodologie, ce n'est pas cacher les locaux vides, c'est neutraliser ceux qui sont vides pour une raison identifiée et documentée. La nuance importante et honnêtement, elle se défend. Et voilà votre réflexe concret. L'ASPIM demande aux sociétés de gestion de présenter le taux d'occupation financier avec un graphique en anneaux qui détaille les éléments constitutifs de la vacance. Autrement dit, vous ne devez pas vous contenter du chiffre,
vous devez chercher l'anneau. Il vous dit combien de vacances vient d'une recherche de locataire, combien viennent de travaux, combien de promesses de vente, combien de franchises de loyer. Deux SCPI à 92% de taux d'occupation financier, l'une avec 6% de travaux programmés et l'autre avec 6% de locaux que personne ne veut, ce n'est pas la même SCPI. Et un dernier réflexe, celui des gens sérieux, dans le rapport annuel, l'ASPIM demande de publier le taux d'occupation financier de l'exercice et autant que possible celui des 5 années précédentes, 5 exercices précédents. 50 TOF sur une seule page, c'est le document qui vous apprend le plus et presque personne ne va le chercher. Un dernier point très concret, une société de gestion a le droit de publier son propre ratio d'occupation maison, mais dans ce cas, elle a l'interdiction de l'appeler taux d'occupation financier. Et elle doit être en mesure de présenter à côté le TOF comme le taux reconnu par la profession. Donc si vous voyez dans un document un indicateur d'occupation qui porte un autre nom, ce n'est pas une erreur de rédaction, c'est un ratio maison non comparable. Cherchez le TOF à côté. Restons sur les loyers. Dans votre bulletin, vous allez trouver une durée moyenne de baux. Et souvent, il y a deux sigles, le WALB et le WALT. Le WALT, W-A-L-T, c'est la durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance finale des baux. Le WALB, W-A-L-B, c'est la durée moyenne pondérée jusqu'à la prochaine faculté de résiliation du locataire. Le WALB est le chiffre le plus prudent. C'est la date à partir de laquelle le locataire peut partir, pas celle où il doit partir. Un bulletin qui ne publie que le WALT vous donne la version la plus flatteuse. Et concrètement, un taux d'occupation financier de 98% avec un WALB de 2 ans, ce n'est pas du tout la même visibilité qu'un taux d'occupation financier de 93% avec un WALB de 7 ans. Dernier point sur ce bloc, la concentration locative. Regardez la part des 10 premiers locataires dans les loyers et surtout celle du premier, parce qu'une forte concentration transforme le problème d'une seule entreprise en problème de dividendes pour tout le monde. Je ne vous dis pas qu'un locataire est bon ou mauvais, je n'en sais rien et personne n'en sait rien à l'avance. Je vous dis simplement de regarder à quelle date votre revenu redevient incertain. Deuxième question, et c'est celle qui change tout. Est-ce que le dividende que vous recevez, la SCPI l'a réellement gagné cette année? Parce qu'une SCPI peut parfaitement distribuer plus que ce qu'elle a gagné. Ce n'est pas illégal, ni anormal, ni caché. Elle puise alors dans ses réserves des années précédentes, le report à nouveau, où elle distribue une plus-value réalisée en vendant un immeuble. Et jusqu'à récemment, pour le savoir, il fallait aller comparer soi-même le résultat courant par part et le dividende par part dans le rapport annuel, une gymnastique que personne ne fait. Sauf que ce n'est plus nécessaire, et c'est la meilleure nouvelle de cette vidéo. Depuis la méthodologie ASPIM d'octobre 2025, les documentations les plus complètes, le rapport annuel, le bulletin périodique, le site internet de la SCPI, doivent obligatoirement mentionner la part en pourcentage des revenus non récurrents dans la distribution de l'année. Et les revenus non récurrents, c'est exactement ça, le recours au report à nouveau ou la distribution de plus-value. Vous n'avez donc plus rien à reconstituer. Vous avez le droit de lire directement quelle proportion de votre dividende ne vient pas de l'exploitation courante. Alors comment l'interpréter? Eh bien simplement, 0% de revenus non récurrents, la SCPI distribue ce qu'elle a gagné avec ses loyers. C'est la situation la plus saine. Un pourcentage modéré sur une année, c'est du lissage. C'est même une des raisons d'être d'une société de gestion. Une année difficile, on pioche un peu dans les réserves pour ne pas infliger une baisse brutale aux associés. C'est de la bonne gestion. Un pourcentage élevé qui revient année après année, là la question devient légitime. Le dividende affiché est soutenu par autre chose que l'exploitation et ça ne peut pas durer indéfiniment.
Le mot-clé, comme toujours dans cette vidéo, c'est la tendance. Un chiffre isolé ne dit rien, 3 années de suite disent tout. Et la même obligation couvre un second pourcentage, que personne ne regarde, la part de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé dans le total de la distribution. Ça concerne directement les SCPI investis à l'étranger où le fonds acquitte l'impôt local avant de vous distribuer. C'est une information précieuse, elle est obligatoire, elle est publiée. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de ce que le bulletin ne peut pas vous dire. Si vous voulez aller plus loin, il y a un second chiffre plus fin, le report à nouveau ou le RAN. Le RAN, c'est la part des résultats passés par la société de gestion qui a choisi de ne pas distribuer et qu'elle garde en réserve. Ce n'est pas une obligation légale, c'est un choix de gestion voté en assemblée générale. L'usage, c'est de l'exprimer en jours de distribution. La formule est simple, RAN par part divisé par le dividende annuel multiplié par 365. Un exemple, une SCPI qui verse 5,20 € de dividende par part et qui dispose d'un RAN de 1,05 € par part, ça donne 74 jours. 74 jours, ça veut dire qu'elle pourrait maintenir son dividende actuel pendant 74 jours sans encaisser un seul loyer. C'est son matelas. Maintenant, imaginons qu'elle ait puisé 35 centimes par part dans ce report à nouveau pour tenir sa distribution. Et ça, souvenez-vous, elle doit vous le dire. Après cette ponction, le RAN tombe à 70 centimes. Et 70 centimes divisé par 5,20 fois 365, ça fait 49 jours. En un seul exercice, le matelas est passé de 74 jours à 49 jours. Voilà le vrai signal, pas le niveau du RAN, sa trajectoire. Et maintenant, la nuance que je ne peux pas vous donner, parce que sans elle, vous allez tirer de mauvaises conclusions. Un RAN faible, ce n'est pas forcément une mauvaise gestion. Le RAN s'exprime par part, donc quand une SCPI collecte massivement, la réserve accumulée se répartit sur un nombre de parts qui augmente très vite. Le RAN par part se dilue mécaniquement, arithmétiquement. Résultat, une SCPI jeune en forte croissance affichera structurellement un RAN plus faible qu'une SCPI de 30 ans à capitalisation stable, sans que ça dise quoi que ce soit sur la qualité de sa gestion. Donc le RAN ne se lit jamais comme un seuil absolu, il se lit en tendance sur plusieurs exercices et rapporté à l'âge de la SCPI. Un RAN faible sur une SCPI de 3 ans en pleine collecte, ce n'est pas la même information qu'un RAN qui se vide exercice après exercice sur une SCPI mature pour tenir un rendement affiché. Petite pause. Si jusqu'ici vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément et ça ne vous coûte rien. Et j'ai une question pour vous, en commentaire. Sur quel SCPI voulez-vous que j'applique cette grille en direct dans une prochaine vidéo? Vous me dites laquelle et je décortique son bulletin ligne par ligne. On passe à la troisième question et c'est probablement la plus importante en ce moment. Troisième question, la liquidité. Dans les données de vie sociale de votre bulletin, vous avez le nombre d'associés, les parts en circulation, la capitalisation, la collecte. Et une ligne qui vaut toutes les autres, les parts en attente de retrait. C'est le nombre de personnes qui veulent sortir et qui n'ont pas encore trouvé d'acheteur. C'est l'indicateur de liquidité réel numéro 1. Voici l'échelle de lecture avec les chiffres du marché. Au 30 juin 2025, 2,33 milliards d'euros de parts en attente, soit 2,7% de la capitalisation du marché. Au 30 septembre, 2,38 milliards. Au 31 décembre 2025, 2,8 milliards, soit 3,1% de la capitalisation. Alors 3,1% sur un marché qui pèse 89 milliards, ça peut paraître modeste, et c'est là que la moyenne devient dangereuse. Parce que ce stock est extrêmement concentré. Au 31 décembre 2025, 15 SCPI gérés par 7 sociétés de gestion regroupent environ les 3 quarts des parts en attente du marché.
3 quarts du problème sur 15 véhicules. Ça veut dire que la moyenne du marché ne vous protège de rien. Si votre SCPI fait partie de ces 15, votre situation n'a rien à voir avec les 3,1% affichés au niveau national. Et si elle n'en fait pas partie non plus. C'est tout l'argument de cette vidéo, résumé en un seul chiffre. Lisez votre bulletin, pas les statistiques du marché. De précision honnête. Au troisième trimestre 2025, les SCPI de bureau concentraient à elles seules 77% de l'augmentation des parts en attente. Le sujet est très largement sectoriel. Et la hausse du quatrième trimestre, 366 millions d'euros, serait principalement liée à des arbitrages de fin d'année en provenance d'un acteur institutionnel. Ce n'est donc pas nécessairement un mouvement de défiance des épargnants particuliers. Deuxième chiffre de ce bloc, la collecte nette. Elle joue dans les deux sens et il faut le comprendre. Une collecte nette positive alimente la liquidité parce que les nouveaux entrants absorbent mécaniquement ceux qui sortent. C'est confortable, mais elle crée aussi une pression de déploiement. Il faut investir cet argent vite et bien. C'est exactement l'enquête que j'ai menée dans une vidéo précédente sur la SCPI numéro 1 de la collecte. En 2025, la collecte nette des SCPI atteint 4,6 milliards d'euros, en hausse de 29% sur un an, pour une moyenne décennale estimée à 6,3 milliards d'euros. Les SCPI diversifiés ont capté 65% de la collecte brute annuelle, devant les bureaux à 24%. Résumons avec les 3 erreurs de lecture les plus fréquentes. Le premier piège, confondre le taux de distribution et la performance globale. Le taux de distribution ignore la variation du prix de part et il se trompe dans les deux sens. 7,60 qui devient 8,60 d'un côté, 5% qui devient moins 1% de l'autre. Deuxième piège, confondre le taux d'occupation financier et le taux d'occupation physique. Le taux d'occupation financier mesure de l'argent, le taux d'occupation physique mesure des mètres carrés. Et le taux d'occupation physique n'est pas ni obligatoire ni comparable d'une SCPI à l'autre. Le troisième piège, et c'est ça le plus important, lire un chiffre isolé au lieu d'une tendance. Un bulletin seul ne vaut pas grand-chose, sa valeur vient de sa comparaison avec les précédents. Un taux d'occupation financier de 92% qui monte et un taux d'occupation financier de 92% qui descend racontent deux histoires opposées. Et je termine par la limite fondamentale de ce document. Même parfaitement lu, un bulletin ne pourra jamais vous dire ce que vous allez toucher. Parce que c'est un document collectif. Il décrit ce que la SCPI a fait. Il ne connaît pas votre situation. Or, votre rendement réel net dépend de deux variables strictement personnelles. Un, votre tranche d'imposition d'abord, et la source géographique des revenus ensuite. Des revenus de source française supportent l'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Des revenus de source étrangère sont, eux, à 0% de prélèvements sociaux par le jeu des conventions fiscales bilatérales. À taux de distribution affiché identique, deux SCPI peuvent donc vous laisser des montants nets très différents. Et ça, aucun bulletin ne l'affichera jamais parce que le taux de distribution est brut de fiscalité par construction méthodologique. Et c'est exactement ce que calcule le simulateur que j'ai développé. Vous entrez votre situation, votre tranche d'imposition, le type de SCPI et vous obtenez votre rendement net à vous. C'est gratuit et c'est sur simupatrie.fr, le lien est en description. Et si vous souscrivez via Simupatrie, vous bénéficiez d'un cashback allant jusqu'à 3,5%. Et comme toujours, je rappelle l'essentiel, les SCPI comportent un risque de perte en capital, les revenus ne sont pas garantis, la liquidité n'est pas garantie et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est un placement de long terme. Dites-moi en commentaire quel SCPI vous voulez, que je décortique avec cette grille, et on se retrouve très vite.